Les pistonnés, le rendez-vous du mercredi et un plateau qui s'est encore un peu plus étoffé par rapport au plateau All-Star qu'on vous proposait ce lundi. Monsieur Brice Germain est avec nous. Frédéric Ferret, reporter bien sûr, grand reporter, pardon, excuse-moi, à l'équipe, est avec nous comme lundi et c'est un bonheur. Merci. Rebonjour Fred. Et puis bien sûr, l'un des, comment on disait à l'époque, l'un des biens... Les commanditaires, les mécènes. L'un des mécènes des pistonnés, il faut dire, quelqu'un qui nous a beaucoup aidé, monsieur Pierre Guyonnet du Péra. Salut Pierre, ça va ? Salut, très heureux de vous revoir. Exactement, et oui, ça faisait longtemps, ça fait presque un an. La dernière fois qu'on l'a vu, Pierre, il a donné ça. Ah ouais, ça c'est énorme quand même. Voilà, Ouais. des belles petites choses-là qui nous ont permis de faire du gros travail du côté du Castellet, interviewer Fred Vasseur, interviewer Nicolas Latifi, faire plein d'émissions. Donc aujourd'hui... Donner un micro à Lewis Hamilton. Voilà, et à Max Quelle Verstappen. carrière. Et interviewer Charles Leclerc devant 10 000 personnes. Bref, Ouais. voilà, on n'a pas le palmarès de Fred à ce niveau-là. Mais en tout cas, on a J'ai jamais fait 10 000 personnes. Là, je suis épaté. Eh ben moi si. Bah, bravo. Nous, Une fois. La tournée des élites. Donc du coup, ça commence c'est par- le pass VIP, il est aussi pour Pierre dans l'émission. Voilà, exactement. Un VIP de l'émission. C'est un VIP Et je le garde. c'est un VIP de l'émission. Si vous ne connaissez pas Pierre, bien évidemment, on peut te présenter ex-directeur de la communication du Grand Prix de France. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis quelques années à la FIA aussi. Exactement. Oui, On a fait voilà. tellement d'émissions, on peut en parler. Tu as fait un très beau podcast aussi chez notre ami Avec Lucas. ouais. J'ai adoré parce qu'il y avait plein de trucs que je connaissais pas sur ta vie, notamment que tu étais monté sur scène pour faire du stand-up. Alors ça j'avoue, Oui. si on trouve les vidéos, je suis prêt à les diffuser. Il n'y a pas de vidéo. Il y en a, mais elles sont terrées en famille. T'inquiète pas, on a une équipe qui est actuellement à la recherche de ces vidéos. Les amis, pourquoi on a un parterre et un plateau aussi beau ? Tout simplement parce qu'on va parler de l'avenir et du Grand Prix de France. Regardez plutôt avec ce programme, on va se poser 3 questions. Pourquoi le Grand Prix de France a disparu ? Qu'est-ce qu'attend la Formula One de la part de la France pour voir revenir justement son Grand Prix national ? Et quelles solutions aujourd'hui peuvent être envisagées ? Est-ce qu'on peut avoir un retour du Grand Prix de France à court, moyen, long terme ? Tous nos experts sont ici pour pouvoir répondre à cette question. Mais juste avant, petit paragraphe introductif. Si on a choisi ce sujet, c'est parce que le calendrier 2024 a été publié la semaine dernière. Il n'y a pas de Grand Prix de France dans ce calendrier 2024. Il y aura par contre 24 Grands Prix avec un petit effort quand même de régionalisation, il faut le noter, avec 3 Grands Prix qui se disputeront aussi également le samedi du côté de Bahreïn, du côté de l'Arabie Saoudite et aussi également du côté de Las Vegas. Lucas Parlefin en parlait justement dans notre rendez-vous sur Winamax, c'était ce dimanche, pole position, petit extrait. Okay, amazing day. Another points finish for us. That's C'est une bonne chose de faire. 2 in 3 races, so I have to say. Après, personnellement, je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de Grands Prix. Franchement, tu me diras ce que tu en penses tout à l'heure, Ruiz, mais moi, ça va dans le sens du business, ça va dans le sens de ce qu'on a décidé, de ce qui se passe depuis le rachat de Liberty Media. Mais 24 Grands Prix, quoi. 24 Grands Prix sur 9 mois. Ça fait, si tu comptes pas, ça fait presque 3 Grands Prix par mois quand il y a la Formule 1. Est-ce qu'à un moment donné, la rareté ne fait pas la valeur, tu vois ? Je me dis, avant, on était dégoûtés quand il n'y avait pas de Formule 1, limite, maintenant, on va être content. En fait, je me dis, peut-être que, pour moi, 24, c'est trop. Nous, on travaille là-dedans, c'est déjà épuisant, tu vois. Imagine les équipes. Imagine les équipes qui doivent faire face à un budget cap, donc ils peuvent potentiellement pas faire deux équipes, de mécanos, d'ingénieurs, etc. Parce que là, littéralement, on est à 24, avant il y avait 16 Grands Prix, tu vois, donc c'est quasiment 2 saisons dans une, par rapport à l'époque. Donc moi, le point négatif que je trouve à ce calendrier, même si c'est la tendance, on le sait, on va pas se battre contre la tendance, mais on peut ne pas être d'accord avec, 24 Grands Prix, pour moi, c'est trop et c'est un problème. Parce que les équipes, elles dépensent plus d'argent, il y a encore une fois du budget cap. Donc je trouve que ça n'a pas forcément de sens, en fait, si on prend toutes les parties impliquées. N'oubliez pas bien sûr de retrouver cette vidéo, c'est sur la chaîne Winamax, on parle justement de ce calendrier à 24 Grands Prix. Je profite qu'il y a un expert à côté de moi, enfin 2 personnes qui ont beaucoup voyagé grâce à la Formule 1. Quand on voit ce calendrier des 24 Grands Prix, c'est quoi la destination à ne pas manquer ? Ton tips, Fred, pour les gens qui nous regardent. Je vais me répéter par rapport à l'an dernier, Suzuka, on n'y touche pas. Ouais, Suzuka, on n'y touche pas. Et d'ailleurs, ça a été avancé. On a sorti de la Il nous période des évitera les typhons. typhons, voilà. Ouais, exactement. Mais ce sont des pluies quand même. Mais oui, saison des pluies quand même en effet pour Suzuka. Pierre, toi aussi, tu as beaucoup voyagé à travers la Formule 1. Quelle destination il ne faut pas Alors, manquer ? forcément, le Grand Prix de France, mais aussi Il y a un Grand Castellet. Prix- ouais, il y a un Grand Prix que Fred aussi aime bien et qu'on aime bien tous les deux, c'est l'Autriche. Ouais. Et c'est un super Grand Prix, super vert, super ambiance, super cadre et ouais.
je dirais l'Autriche. Et ben voilà, vous avez les tips en tout cas des insiders, de ceux qui voyagent grâce à la Formule 1. Donc n'hésitez pas à suivre leurs conseils. Un Grand Prix manque à l'appel de ce calendrier 2024. C'est le Grand Prix de France. C'est l'objet de notre débat. Jingle les amis. La question est claire. À quand un retour du Grand Prix de France au calendrier de la Formule 1 ? Est-ce qu'on aura une bonne nouvelle à la sortie de cette émission ou est-ce qu'on terminera sur une note de pessimisme et un petit peu obscure et qu'on ira mettre des cierges ? Ça, la réponse, elle est bien sûr dans vos têtes, mais ne nous donnez pas la réponse tout de suite. Déjà, on va essayer de comprendre pourquoi le Grand Prix de France a disparu, parce que beaucoup de gens nous posent la question, justement. On a essayé de lister un petit peu les choses. On va bientôt fêter un triste anniversaire, celui des 1 an sans le Grand Prix de France, qui était revenu au calendrier de la F1 en 2018 après 10 ans d'absence. Contrat à l'époque négocié avec Bernie Ecclestone. C'était avant que Liberty Media rachète justement les droits commerciaux de la Formule 1. Un groupement d'intérêt public s'était créé autour de ce Grand Prix de France. Ce n'était pas une impulsion de l'État. Autour notamment de Christian Estrosi et de Éric Boulier. Et puis il y a eu donc le non-renouvellement à l'issue de la saison 2022. Et on a essayé de lister quelques raisons. On a noté un manque de soutien de l'État, point d'interrogation. Des revenus moindres pour les écuries, c'est ce que Alain Prost avait dit, notamment pendant le Grand Prix. Je me demande si c'était pas l'équipe d'ailleurs, une très belle interview dans l'équipe lors du Grand Prix de France. Le fait notamment que la loi E20 faisait que certains sponsors ne pouvaient pas apparaître sur la voiture. La F1 aussi également qui demandait plus d'argent au GIP, des droits de plateau un peu plus élevés, la concurrence aussi également des pays émergents. On en avait parlé, Pierre, lors de ta dernière venue dans les pistonnés. Et puis, on avait beaucoup parlé aussi également du Castellet, boudé par Liberty Media, parce que difficile d'accès et parce qu'aussi la jauge de spectateurs est plus importante sur d'autres destinations. C'est quoi la raison principale, Pierre, de l'absence du Grand Prix de France ? La raison principale, je ne sais pas si on devait faire un résumé. Les raisons des raisons. Je pense que vous avez bien résumé certaines de ces raisons. Et d'ailleurs, on parle souvent d'un manque d'investissement de l'État, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. C'est peut-être plus lié d'ailleurs à l'augmentation des prix de plateau avec l'offre et la demande. Mais je pense qu'il y avait aussi un mauvais moment, au mauvais endroit. Il y avait beaucoup de renouvellement de contrats de Grand Prix à cette époque-là, avec en 2021, 2022, beaucoup de pays qui souhaitent rentrer dans le calendrier, avec des projets qui étaient plus ou moins aboutis. Certaines viennent juste d'être mis de côté, mais l'Afrique du Sud était bien engagée et plein d'autres aussi projets qui naissaient un peu toutes les semaines. Et ce numerus clausus, même si ce n'est pas vraiment le cas, mais ça l'est quand même, de 24 Grands Prix. Donc, quand vous avez une économie de marché, l'offre, la demande, et que vous avez beaucoup de gens qui frappent à la porte, que la F1 ait un fort engouement, il y a eu des décisions qui ont été prises. Je pense aussi beaucoup du côté de la Formule 1 à ce moment-là. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas eu de terrain d'entente qui a été trouvé au moment du renouvellement. Fred, parmi toutes les idées qu'on a listées sur les raisons qui ont poussé la Formula 1 à lâcher le Grand Prix de France, laquelle te paraît être la plus importante ? Je crois que c'est les deux dernières. Peut-être Pierre me dira non. Je pense que le Castellet est mal aimé, bien que ce soit un circuit ultra-moderne, que le Grand Prix de France ait fait tous les efforts qu'il fallait pour amener 50 000 personnes par jour sur un endroit où il y a trois pauvres routes qui desservent. C'est mieux que ce que j'ai vu sur les 10 dernières années et ce qu'on va vivre encore à Spa dans 15 jours. Et Spa continue chaque année, préservé par son statut de Grand Prix historique formidable. Mais il y a les mêmes problèmes, exactement les mêmes problèmes qu'au Castellet, au-delà de peut-être des relations en interne entre la direction du Paul Ricard et Liberty Media. Peut-être que ça coince aussi de ce côté-là. Mais derrière, vous allez à Spa, il n'y a pas d'hôtel pour les VIP. Il n'y a pas de circulation, c'est abominable. Et vous avez tous les bus de Néerlandais qui vous bloquent pendant 3 heures le dimanche matin et 3 heures le dimanche soir. Il faut le savoir. Même Monza, c'est abominable. Hein. On a dit la même chose de Silverstone, par exemple. Est-ce qu'on fait pas... Enfin, on a dit que l'accessibilité de Silverstone, encore une fois, on n'y est jamais allé. Donc, si tu nous dis que c'est faux, on te croit. Mais on nous a dit que l'accessibilité à Silverstone était très, très compliquée. Elle est très compliquée, mais quand on arrive à connaître un peu les bons endroits, ça passe un peu mieux. Il y a une solution pour les insiders et les VIP. D'accord. Et d'ailleurs, maintenant,
avant le petit chemin de Whistlebury, pour ceux que ça intéresse. Note. C'était... Note. Pour l'année et prochaine. après, il y a le deuxième, c'est prendre le tunnel de Cops. Donc c'est... Là, faut connaître. Ça fait un peu Harry Potter qui a 9 3 quarts. Hein. Il y a un peu cet effet. Mais auparavant, je pense que quand Pierre il venait pour la FIA, c'était un chemin que la FIA nous offrait et on passait en 10 minutes. Aujourd'hui, vous y passez 1 heure quand même. Donc oui, c'est pas facile. Mais on est à un circuit avec 480 000 spectateurs sur le week-end. pareil, ouais. C'est vrai. On peut pas espérer rentrer, sortir en 5 minutes par un claquement de doigts. Sauf à prendre un petit hélicoptère. Il y a un très joli héliaire qui vous amène au centre de Londres qui fait 6 000 €. Hein, donc, Uber Helico. Ce qui nous a quand même pas mal intrigué, Brice, c'est pour avoir été là-bas sur les 2 dernières éditions, c'est quand même le succès populaire. Alors peut-être, tu l'as dit, à relativiser par rapport à d'autres destinations. Silverstone, c'était plus de 450 000 spectateurs sur les week-ends. Mais il y a un attrait pour le Grand Prix de France, on l'a bien vu nous l'année dernière. Oui, et puis il y a un attrait en France pour le sport automobile qui est résurgent là, qui revient de façon très très forte. Alors nous, on a vu le monde qu'il y avait. Alors encore une fois, c'est pas les 400 000 places effectivement sur le week-end à Silverstone. Le circuit est fait différemment. Le circuit à la base est un circuit de test, il faut le rappeler. Il a accueilli des grands prix, mais il n'a pas accueilli des masses et des foules comme aujourd'hui on peut en accueillir sur d'autres circuits. Et puis Pierre en parlait souvent dans l'émission. Le timing a été compliqué pour le Grand Prix de France parce que 2018, une première édition où il faut se mettre en place sur certaines choses et Waze n'aura pas suffi. Derrière, tu as 2019 où justement qui a été boudé. 2020, tu n'as pas de Grand Prix parce que tu as le Covid. 2021, tu as la jauge. Et là, tout était parfait, mais en même temps, il y avait beaucoup moins de monde. Je crois qu'on était à 15 000 personnes en 2021, il me semble. 3 fois 5 000 sur les 3 parcs. Et 2022, c'était au final censé être l'aboutissement du travail de toutes les équipes qui a vu certaines problématiques, notamment par rapport à la chaleur, l'eau, tout ça. Bon, il y a eu des soucis, mais en termes d'accessibilité, c'était top. Et en termes de succès populaire, c'était top. Je pense que la F1 s'est rendu compte à ce moment-là que, zut, la France est un pays de sport automobile qui fera du merch, qui fera de la billetterie, qui fera des audiences, et il faut rester dans ce pays à un moment donné. et qui faisait au même moment 1000 fois mieux que Barcelone. Mais bien sûr. Parce que le problème d'eau de Barcelone, le vendredi à 14h, il n'y avait plus une bouteille d'eau à vendre. Et il faisait 40 degrés. C'était Barcelone. Ouais. C'est pas, Pas la même que le dimanche matin, 3h30 pour accéder au circuit, en partant à 8h30. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, je pense qu'on est très auto-centré sur le fait de se dire mais il y a des problèmes, machin. Mais en fait, tu vas pas au ciné en fait quand tu vas voir un Grand Prix, tu vas sur un événement qui regroupe des dizaines de milliers de personnes pour. Vous sortez d'un match du tournoi des 6 nations, vous êtes en voiture ou en métro, vous ne mettrez pas 5 minutes pour rejoindre ou votre voiture ou la prochaine rame de métro. Et simplement, là, on ne dira pas, on dit bah c'est normal. Le flux fait qu'il faut évacuer 80 000 personnes et ça se passe très bien en 40 minutes. En sachant que tu as plus de monde sur un Grand Prix parce que l'espace est plus gros. Donc en fait, si les routes ne sont pas forcément ultra adaptées, rapidement il y a effet d'entonnoir. Et en plus de ça, enfin, je veux dire, c'est mais pour des le Grand endroits. Prix de France, c'était plus le problème puisque. Mais ça a été méga bien géré pour le coup. Ça a été méga À bien la géré, fin. mais sauf que ça leur a coûté cher. Ah bah ça, je sais pas. La Et facture. les autres ne le font pas, mais on fait payer à cause de 2018. Donc ça veut dire que la France n'avait pas ce crédit auprès de la Formula One et qu'on a eu certains arguments fallacieux, je pense, envers le Grand Prix de France pour justifier d'autres arguments qui sont beaucoup moins avouables, comme le fait que peut-être le Paul Ricard ne soit pas un lieu pour faire du business, contrairement à Monaco ou Abu Dhabi ou Las Vegas ou Miami. C'est des choses qu'à mon avis, on n'a pas voulu avouer de la part de la FOM, mais qui au final sont réelles. On a demandé au Grand Prix de France d'arriver en disant écoutez, il y a l'Arabie Saoudite qui met 90 millions par an, on fait comment avec vous ? Comment on fait avec vous ? Vous mettez 15 millions, mettez 18. Non, mais 18, ça suffira pas en fait, vous voulez mettre 25. Et puis 6 mois plus tard, Stefano, il va arriver dans le bureau d'Éric Boulier en disant non, mais c'est 30 finalement. Donc, de toute façon, les Grands Prix, il y en a tellement qui veulent rentrer que s'il n'y a pas un soutien public, s'il n'y a pas. T'es un Grand Prix historique, donc t'as un. Est-ce que France est un Grand droit Prix d'entrée historique ? minimal. Oui. Parce que. Il le dit, Stefano Domenicali d'ailleurs. Il le dit un petit peu plus tard, mais on va y venir. Excuse-moi, Pierre. Oui, mais sur la disparition du Grand Prix pendant 10 ans, certes, il est historique, mais ça a quand même brisé un petit peu un élan, je trouve, de fidélité de ce Grand Prix-là, qui est certes historique, mais qui n'est pas mis au même niveau que les autres Grands Prix. J'ai l'impression qu'on a été considéré comme la Corée du Sud et comme l'Inde au moment où on est revenu. C'est-à-dire qu'on a pris un contrat, derrière, on l'a pas. Enfin, c'était sympa, mais au final, c'est pas au niveau.
Tu vois, qu'on n'a pas considéré la France comme nécessaire. Aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire Stefano Domenicali souhaiterait très fort que la France revienne. Mais pas au Ricard. Et pas au Ricard, et pas avec le même groupement. Ça, on va y venir. Ça, on va y venir parce que on a eu que 2-3 bruits, on les commentera ensemble. Je veux juste te poser une question, Pierre, et c'est pas pour te piéger, c'est parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup lu. Je sais que j'ai échangé avec toi hors antenne au moment justement où il y a eu l'officialisation du non-renouvellement du Grand Prix de France. Il y a certains petits malins qui se sont amusés à dire sur les réseaux sociaux que la Formula One boudait la France parce que la Formula One aurait proposé au GIP et au Grand Prix de France d'ouvrir la fameuse saison un petit peu tronquée du Covid en 2020 et que la France n'aurait pas poussé pour faire cette ouverture-là. Il faut absolument que tu répondes à cette question parce que c'est quelque chose qu'on lit beaucoup. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé et cette raison-là, elle est complètement superflue et un petit peu... c'est un jugement créatif en fait, parce que même quand on reprend après la chronologie, ce qui se passe en 2021, c'est qu'on fait un Grand Prix à jauge réduite, et pourtant je vais prendre la défense de Pierre. Notre contrat, si tu veux, ne bouge pas tant que ça, si je peux dire les choses comme ça. Je peux pas rentrer dans les détails. Ça n'aurait pas coûté à cause de la bulle française. Moins cher. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a joué le jeu. Il faut arrêter de dire on a essayé de flouer Formula One à un moment donné où la décision en plus est prise par le Premier ministre. Nous, ça nous faisait pas rire de devoir annuler, ça nous faisait pas rire de devoir trouver des solutions, et ça nous faisait pas rire aussi de se mettre en risque et péril, parce que un prix de plateau qu'on doit payer, ou en tout cas des frais qu'on doit engager sur plein d'autres choses. Heureusement qu'il y a eu une partie qui a été absorbée par d'autres entités, parce que c'était la fin. Là, en revanche, c'était la fin du Grand Prix de France en 2020. Donc, je pense qu'il faut pas tout confondre. Et souvent, je pense que les gens qui disent ça n'ont pas l'idée, n'ont aucune idée de comment ça se gère un Grand Prix, malheureusement. Et ont oublié ce que c'était que le Covid. C'est que on sortait tout juste du confinement et tout était fermé, il n'y avait pas d'hôtel. Pour avoir fait 2 reportages au Paul Ricard avant de partir faire la saison de F1, c'est incomparable la manière dont on a vécu en Autriche, même si c'était très contraignant et on était coincé dans notre maison ou notre hôtel qu'on ne pouvait pas vivre. Mais c'était une bulle sanitaire très sévère, qui a été levé un petit peu à Budapest la 3e semaine, mais c'était impossible de faire un Grand Prix de France, en tout cas le 1er août 2020. Exactement. C'est sûr que... Par rapport aux règles mises en place notamment par l'État à ce moment-là. Par le gouvernement français. Tout à fait. Et pour finir, je rappelle, en 2021, on est le premier grand événement sur le territoire en France à recevoir autant de spectateurs à ce moment-là. Et ça a été un test et ça a été... un petit peu un phare sur les grands événements sportifs pour montrer que c'était possible d'accueillir des gens dans des conditions sanitaires particulière, et ça a ouvert la voie à beaucoup d'autres événements. Donc, avec double contrôle à l'entrée, je me souviens, un contrôle le vendredi, un contrôle le dimanche, et puis après, il y avait moins de monde, hein, mais tu as accueilli 15 000 personnes, tu n'as jamais senti une goutte de queue. Hein. Non, clairement. T'es vraiment, pour le coup là-dessus... Passons au deuxième axe qui est quand même assez intéressant, et là on va se retourner vers toi, Fred, parce que tu as l'occasion quand même de nous tous de côtoyer un peu plus Stefano Domenicali et d'être en contact. C'était peut-être d'ailleurs le journaliste français qui a, je pense, le plus d'échanges avec le patron de la Formula One, Stefano Domenicali, qui disait justement à l'équipe, c'était il y a maintenant quelques mois, au mois de mai: nous respectons tout ce que la France a fait pour notre sport, vous avez des super pilotes, vous avez une écurie, vous avez un public nombreux, il suffit de venir nous voir pour parler. Le jour où le président Macron me dit qu'il veut discuter pour parler du retour de la France, je viens. Engagement donc de Stefano Domenicali. Jean Alési, qu'on avait rencontré dans la foulée, nous avait dit ceci, vous allez voir, c'est très rapide. La volonté de Stefano, c'est de parler aux grandes institutions françaises, c'est-à-dire au président de la République et à personne d'autre. Et réaction derrière, parce que ton article a quand même suscité un émoi terrible, parce que même la ministre des Sports, qu'on n'a jamais vue sur un Grand Prix de France, eh bien, a répondu à l'Obs avec notamment cette déclaration. Je pense que c'est positif que le patron du circuit mondial de la F1 ait cette envie de France. Donc, on va s'engager pour travailler sur une feuille de route. C'est positif pour l'industrie automobile, pour fédérer les acteurs de cette industrie. Le tout dans un contexte de transformation sur le plan écologique de cette filière. La prochaine étape, c'est d'arriver à mobiliser les bonnes expertises, et on n'en manque pas en France, y compris parmi nos grands élus, pour avoir un grand projet et aller dialoguer avec les autorités de la Formule 1. C'est vraiment une très belle
belle main tendue que l'on fera tout pour saisir. On a très bien reçu ses propos. Je pense que c'est positif que le patron du circuit mondial de la F1 ait cette envie de France. Fred, tu nous as dit tout à l'heure, Stefano Domenicali veut que la Formule 1 revienne en France. Est-ce qu'on peut croire Amélie Oudéa-Castéra, qui est la ministre des Sports, sur l'engagement de l'État pour un retour du Grand Prix en France? Et qu'est-ce qu'il attend en fait, Stefano Domenicali? Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi les conditions? Amélie Oudéa-Castéra, je la connais pas, donc je ne peux pas, je peux pas certifier. Pourtant, elle a réagi à ton interview. Hein. Ce dont je suis certain, c'est que la F1, et c'est pas uniquement Stefano Domenicali par amour de la France, parce qu'il parle un très très bon français, c'est la F1 a besoin de ne pas oublier, malgré tous ces nouveaux déplacements, a besoin de ne pas oublier son cœur de cible. On a perdu l'Allemagne, on a perdu la France, on va perdre la Belgique et la Hollande 1 an sur 2 qui vont se retrouver en alternance à partir de 2025. Donc, c'est quand même le cœur de cible encore aujourd'hui. Peut-être que dans 20 ans, ça ne le sera plus et qu'on pourra cracher tranquillement sur ce vieux continent. Mais pour l'instant, il en a encore besoin, et notamment pour des raisons historiques et de validation. Une autre chose, c'est que la France est un pays touristique qui est attractif. Et si on fait un Grand Prix de France dans une grande ville, avec des grands hôtels, et tous les VIP que la F1 maintenant attire comme des mouches, là, soudain, ça devient intéressant. Si vous faites un Grand Prix à Paris, vous aurez tout Hollywood qui débarquera pour le week-end, et ça permettra à la F1 de bien vendre son produit. Les conditions aujourd'hui, qu'est-ce que la Formule 1 attend de la France? C'est quoi? C'est un droit de plateau qui soit plus élevé? Tu l'as dit, un lieu? Qu'est-ce qu'il faudrait en tout cas que soit mis en place? C'est l'engagement de l'État aussi? C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'engagement d'État, si on repart sur le GIP par exemple, ça ne suffirait pas à convaincre Stefano Domenicali? Fred en parlait, effectivement. Il faut s'imbriquer dans ce que veut la Formule 1 aujourd'hui. C'est plus de VIP, mais c'est aussi plus de public. C'est vraiment un week-end expérientiel ultra haut de gamme. Et il faut donc, s'il y a plus de monde et s'il y a plus de VIP, ça veut dire aussi forcément plus de revenus. Donc, même si le prix de plateau augmente, je ne suis pas sûr que ça soit nécessairement un frein, parce que de l'autre côté, tu auras des revenus supplémentaires. Après, je pense qu'il faut qu'il y ait une souplesse aussi. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Sur le sponsoring et certains sponsors en particulier. Alors, c'est vrai qu'on parlait des marques de tabac, vapote, alcool. Mais tu as aussi, aujourd'hui, c'est toujours très compliqué avec les marques des crypto-monnaies, des crypto-actifs, etc. Au point où même nous, au Grand Prix de France en 2022, il y a quand même 3/4 des écuries qui ont décidé d'enlever, en tout cas, toute mention de sponsor sur leur monoplace, ce qui veut dire moins de revenus pour eux. Formula One, elle est sponsorisée aussi grandement par Crypto.com, c'est moins de revenus aussi. Donc il faudrait essayer de trouver des solutions sur cette thématique pour que les gens aient envie, en tout cas, que ça ne soit pas des freins. C'est vrai qu'avec, je crois que c'est Fred qui avait publié une interview sur ce point-là, et en ayant discuté de ça avec des teams principales, c'est un rapport, les revenus ils sont divisés par 3 pour une écurie. Exactement, et ça c'est un frein. Jean-Luc Roy était venu le dire, notamment sur un grand plateau. Oui. Il reste quand même divisé par 3. Oui, divisé par 3, divisé par 22. Mais c'est important, effectivement. Si tu as le choix d'aller dans un autre Grand Prix où tu vas avoir une plus grande visibilité et forcément beaucoup plus de revenus de tes sponsors, malheureusement ça reste quand même aussi le nerf de la guerre. Tout à fait. Non, mais de toute façon, j'ai quand même l'impression que, et on en a déjà parlé plusieurs fois de ça, mais qu'on est un pays qui a beaucoup de freins sur beaucoup de domaines, et que quand tu as un sport qui se développe de la manière dont se développe la Formule 1 depuis l'arrivée de Liberty Media, il y a une contradiction, ou en tout cas, il y a un développement qui vient un peu taper sur ce système de protection de tout qu'on a en France, et qui, au moment où on veut faire du business, en tout cas où la Formule 1 veut faire du business, la France devient beaucoup moins attractive pour ça. On avait dit que la loi E20 allait tuer la F1 en France. C'est pas la loi E20 qui a tué la F1 en France. Non, mais c'est tout le reste. C'est le manque de soutien à l'automobile. Et au sport automobile. Oui, parce qu'au final, on parle de la loi E20, mais parce que effectivement, c'est aujourd'hui ce qui pose un peu des soucis sur certains trucs. Mais les grands industriels ne sont plus là non plus. Pourquoi Total ne finance pas le Grand Prix de France? Pourquoi des fins de communication aussi, hein.
Ils ont fait des choix. Ils sont par Ouais, exemple mais à un présents moment- chez Peugeot. Ils sont pas présents par exemple sur l'Alpine. Total Energy, ils sont présents sur l'électrique. Dans leur communication, ils sont présents à la CAN. C'est sponsor titre de la CAN. Mais par contre, Et de la Coupe du Monde de rugby par exemple. oui, mais pour sponsoriser le Grand Prix de Formule 1, un événement national pour la compagnie pétrolière nationale, il n'y a plus personne. Donc Là, Brice, tu parles au président, là. Mais c'est exactement ce qui... pour arriver à décider le président de la République, parce que c'est lui qui aura la clé, en fin août de l'an prochain, on n'a plus aucun événement majeur en France. Oui, parce que tout est fait pour amener vers ces Jeux Olympiques. Oui, mais derrière, la France va continuer d'exister. J'espère qu'on ne va pas disparaître le 13 août 2024. Ce que tu dis, Fred, là, c'est que s'il n'y a pas une volonté, on va dire, politique de l'État, du président de la République, du pouvoir en place en tout cas, Stefano Domenicali n'écoutera pas d'autres acteurs, comme c'était le cas avec le GIP ? Ah si, il sera prêt à écouter toute proposition, et notamment dans ce système d'alternance qu'il veut instaurer. Ce serait parfait d'aller faire un petit tour de temps en temps dans le sud de la France. Hop, ça remplace un Grand Prix qui me lâche au dernier moment ou qui permet d'économiser parce que Zandvoort ne peut plus payer ce que le circuit coûte. C'est parfait pour lui. Mais son rêve, je pense que ce serait d'avoir un Grand Prix à Paris ou dans la banlieue parisienne pour pouvoir... Et là, pour le coup, il ne ferait pas d'alternance pour le Grand Prix de France. Là, encore une fois, je suis obligé de te poser cette question-là parce que c'est une réflexion qui est beaucoup revenue sur les deux superbes interviews que tu as fait avec Stefano Domenicali. La première, c'était au moment de la renégociation, je crois, de l'engagement du Grand Prix Monaco en 2020 pour 2023. Là, la deuxième, c'était juste avant l'édition 2023, justement, du Grand Prix Monaco. Il y en a certains qui disent, si Stefano Domenicali dit ceci à l'organe de presse sportive principal en France, c'est pour mettre la pression, justement, sur le Grand Prix de Monaco à travers, et on va y venir, l'hypothèse d'un Grand Prix à Nice. Qu'est-ce que tu as à répondre à ces gens-là ? Alors, pour l'interview de 2022, oui. Pour l'interview de 2023, elle est fixée depuis le début de l'année, donc je dirais non. Et maintenant, il n'y a plus besoin de mettre la pression sur le Grand Prix de Monaco. Le Grand Prix de Monaco, au travers de son patron, Michel Boeri, a clairement mis la clé sous la porte, et c'est maintenant le Prince Albert qui s'occupe personnellement des négociations pour gérer le renouvellement, puisqu'on a un contrat de 3 ans, et je pense que ça sera fait. Le Prince Albert a parfaitement compris qu'il fallait mettre l'ego de la principauté de côté, ce que ne faisait pas Michel Boeri, qui cherchait à défendre son Grand Prix. Et donc maintenant, il va passer sous les fourches codines de la F1 et tout accepter et devenir un Grand Prix, comme les 23 autres. Exactement. Passons à la dernière partie de ce débat. Quelles sont les solutions ? Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir ? Voilà les solutions qu'on a listées. Il y a un premier axe, ce serait de revenir sur un circuit permanent. Est-ce que le Castellet est définitivement enterré par la Formula One ? À vous écouter tout à l'heure, j'ai l'impression que oui. Est-ce qu'un retour à Magny-Cours est-il possible ? Ça, c'est le grand fantasme de beaucoup de suiveurs de la Formule 1. Est-ce que le circuit Bugatti du Mans peut-il être homologué pour accueillir la Formule 1 ? Ou alors, est-ce qu'on va suivre la tendance de la Formula One aujourd'hui, c'est-à-dire un tracé urbain ? Est-ce que c'est vraiment possible d'ailleurs d'en mettre en région parisienne ? On se rappelle qu'il y avait un projet notamment à Disneyland après l'abandon de Magny-Cours qui avait été notamment un peu retoqué retoqué parce qu'il y avait eu l'action d'activistes écologistes, je vais y arriver. Il y avait aussi également un projet qui avait été défendu dans le Val d'Oise à l'époque par Jean-Pierre Beltoise. Là encore une fois, ça avait été abandonné. Jean-Pierre Beltoise aimait dire par manque de courage politique, je mets bien cette phrase-là. Et on a cru comprendre, on a entendu, à vous de nous dire si c'est vrai ou pas, qu'il y avait aussi également aujourd'hui des personnalités du monde politique, du monde aussi également du sport automobile français, qui avaient rencontré Stefano Domenicali plusieurs fois à Paris pour évoquer un projet de Grand Prix urbain du côté de Nice. Et après tout ça, est-ce qu'on aurait une solution pour un retour du Grand Prix de France en 2025 ? Ça fait beaucoup de questions, mais c'est des questions... Flins et Versailles. Et Flins, oui, tu as raison, exactement, dans 78. Et Flins, c'était le plus avancé avec Alain Prost. Ouais. Oui, parce qu'il y a l'usine Renault qui est juste à côté. Ouais. Tout à fait. Du coup, on est d'accord qu'on se dirige un tracé permanent pour accueillir un Grand Prix de France. On est d'accord que ça, c'est pas à l'ordre du jour. De toute façon, on n'a que 2 gradins en France. Donc, si on a dit non au Castellet, c'est pas pour y revenir dans un an, à moins d'un lâchage de dernière minute. C'est une solution qui peut dire ok, on peut, mais voilà. Je partage pas forcément, mais
Ton Dis-nous. avis. Non, mais au vu de aujourd'hui, il y a deux choses. Mais si on veut vraiment ramener un Grand Prix en France le plus rapidement possible, le seul endroit où on peut l'accueillir, c'est au Castellet, à mon avis, pour correspondre presque en totalité à ce que cherche Formula One. Après, on va en parler peut-être après. C'est aujourd'hui, et on en a parlé aussi avant, c'est qu'est-ce que cherche Formula One. Et effectivement, recevoir plus de VIP, Grand Prix carte postale, Grand Prix qui a une résonance très très forte. Beaucoup d'hôtels aussi, que ce soit Paris ou à Nice, pour accueillir les spectateurs. Chose aussi qui reste une problématique au Castellet, parce qu'au final, les hôtels, ils sont pas à côté. C'est à 1 heure de route. Et c'est vrai que le Grand Prix idéal qui pourrait exister, ça serait quand même Paris ou région parisienne. Pour répondre à tous les critères et voir, je dirais même Paris, qui serait exceptionnel. Et ça serait pas mal, ouais. Anne Hidalgo, elle valide, tu penses, Fred, l'arrivée de la Non. Formule 1 dans la rue parisienne? Il y a la Formule 1, c'est tout. J'ai eu une longue discussion avec Stéphano à ce propos-là et je lui ai dit qu'il faudrait qu'il approche Bernard Arnault et qu'on fasse quelque chose autour de la Fondation Louis Vuitton, mais qu'il fallait l'accord de l'homme le plus riche du monde pour espérer approcher de Paris. Et encore, si Bois de Boulogne est dans Paris. Donc on est encore dans les clous. Mais... Les discussions, on va le dire, il y aurait eu des discussions entre un représentant bien connu du sport automobile français, entre un homme politique qui semble mouiller sa chemise en tout cas, et qui est bien connu dans le sud de la France, et qui semble mouiller sa chemise pour le sport automobile, que Stefano Domenicali aurait été convié à ces discussions. C'est vrai ça, Fred? Moi je pense que oui, mais... En tout cas, il y a une volonté d'acteurs du sport automobile français et d'acteurs politiques de faire quelque chose pour que ça revienne et d'accompagner un projet qui soit plus viable que le premier. Ça, on est tous d'accord pour le dire, sans savoir où en sont les tractations. Et que ce projet a été présenté à Stefano Domenicali. Voilà. Il y a un projet qui a été présenté. On en est là. D'accord. Mais après... En fait, dire... Je t'en prie, c'est mieux que moi. C'est mieux que moi. J'ai essayé de résumer. Stéphane, ne nous regarde pas, messieurs. En fait, Si, j'ai pas Stéphano. Oui, je vais aller même plus loin que le fait de résumer. C'est aujourd'hui, je trouve ça déjà un peu dommage qu'en mai 2023, il y a tout le monde qui dit « Ah ouais, c'était quand même top le Grand Prix de France. » J'aurais préféré que ça soit avant, mais comme je vous le disais, c'était peut-être au mauvais moment, au mauvais endroit en juillet 2022. Mais très heureux de voir qu'il y a de l'engouement. Mais ça serait bien qu'il y ait aussi beaucoup plus d'unité. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de gens qui souhaitent faire un Grand Prix ici, ailleurs, etc. Déjà, je pense que pour qu'on concrétise, pour que tout le monde s'assoie autour de la table et qu'il y a effectivement, pour ceux qui sont passionnés et qui ont vraiment envie d'un retour en France de la Formule 1, il faut que le projet il soit en ligne avec ce qu'attend Formula One. Aujourd'hui, il faut aussi le dire, c'est Formula One qui décide. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu au Grand Prix de France en 2022, on a fait... un sans faute, au final, on ne trouve pas de solution. Mais parce qu'on peut aussi se dire qu'on n'est pas uniquement les seuls responsables, de dire ils ont mal négocié. Non, peut-être qu'aussi, à ce moment-là, Formula One est le dernier décisionnaire. Domenicali était même emmerdé que ça se passe aussi bien, j'ai l'impression. Faut demander à Fred. Il se renvoie la patate. Non, mais tu sais, ce côté, de toute façon, j'ai décidé de te larguer, puis au final, c'est ah ouais, tu m'as fait ça à manger, et puis. C'est quand même mignonne. Non, mais quand même, c'était bien. Donc, je comprends qu'il y ait une volonté dans tous les côtés, mais de toute façon, en fait, c'est tellement compliqué à faire qu'à mon avis, ça prend du temps, qu'il y a des projets à présenter et tout ça. Mais par contre, je me pose la question quand même. Alors après, c'est peut-être utopique de la part d'un fan de sport auto de dire ça, mais est-ce que la FOM, selon vous, et là même toi Manu, je te prends en partie aussi, est-ce que la FOM a besoin d'un projet qui ressemble à ce qui existe déjà partout ailleurs? Je ne vais pas faire l'analogie géographique, mais on est à 24 km de Monaco. 2 grands prix urbains en 24 km, je ne vois pas l'intérêt en termes de carte postale, si ce n'est à la rigueur, t'en fous un pendant le festival de Cannes, 2 semaines après. Ou un où tu peux là, doubler et l'autre la où tu peux pas régionalisation, doubler. ça marche, tu vois. Enfin, t'es à Alors, 24 pendant le bornes. festival de Cannes, c'est même pas la peine d'y songer. Non mais toi, attends, ils veulent tout faire en même temps. Bientôt, il me prend un projet sur Mars, mais tout ça pour dire, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui le matos historique pour faire résonner la France différemment? Oui, il n'y a que 2 circuits grade 1, mais on peut en créer un, et on peut en créer un à partir une base historique, qui est celle du Mans. Pourquoi on ne crée pas une base? Il faut aller discuter avec monsieur Fillon et l'ACO, et je peux déjà te donner la réponse qui sera non. Et pourquoi? Parce que les 24 heures du Mans ne souhaitent pas recevoir la F1. Ah, C'est leur monde à eux.
Si tu veux faire un circuit historique, à ce moment-là, tu mets un petit billet de plus et tu prends l'autodrome de Montlhéry. Et là, tu es à côté de Paris. Effectivement, là, en faisant Mais là, ça... là, c'est un vrai projet sur un les billet, 20, c'est sur les 20 prochaines années, mais c'est un truc également que tu peux vendre au gouvernement en disant « je vais faire comme à Signes une zone industrielle avec développer les compétences et le savoir-faire français. Oui, Horeca, que, là-bas. par exemple, ce que fait Horeca. Il y a Horeca à Signes, voilà. Ouais. À Horeca à Signes, mais tu as Dams au Mans. Ouais. Enfin, tu peux faire... ART vient de s'installer à Corbeil-Essonnes. Ouais, c'est vrai. Tu peux faire l'INAS Montlhéry, ART, ça a du sens de mettre Voilà. ça ensemble. Ouais. C'est avec le simulateur qui est juste là. Mais ça, c'est un vrai projet pour 20 ans et c'est un gros billet à sortir. Donc la CO veut garder les 24 heures et que, en gros, ce circuit soit spécialisé 24 heures. Mais ils accueillent le MotoGP. Donc c'est juste. Mais en c'est fait, le Bugatti. Tu peux pas faire rouler des F1 sur le Bugatti. Mais est-ce qu'il n'y a pas. Je sais pas, je suis utopiste, mais. Des aménagements à faire. Oui, tu veux dire, des voilà. travaux. C'est-à-dire qu'en fait, C'est beaucoup de travaux. Hein. N'oublions- Ouais, C'est, mais- toute la partie qui revient sur le circuit des 24 heures, c'est très étroit et donc faut tout élargir. Oui, mais après, est-ce que c'est plus facile de faire ça que de créer un circuit urbain ? Je sais pas. Je me rends pas compte du travail qu'il y a à fournir là-dessus, mais j'ai quand même l'impression qu'on est un pays qui a des circuits partout, que ce soit... Alors, je vais rentrer dans les On est pianos, le mais- pays qui a eu le plus de. Alors, après les États-Unis, eu mais six qui a eu circuits différents. beaucoup de tracés urbains, on est le pays à avoir eu le plus de tracés Rouen, différents Reims, dans l'histoire de Dijon, la Formule Castellet, 1. Manicourt, Après- Le Mans, il y en a 6. Et Clermont, j'avais oublié Charade. Ah, peut-être qu'il faut un engagement aussi étatique. Enfin, c'était une autre époque, mais on se rappelle que Manicourt avait été construit Est-ce qu'on à a l'époque besoin- sous l'impulsion de François Mitterrand. Pour Bérégovoy, oui. Mais est-ce qu'on a besoin de refaire un énième circuit en ville dans un pays qui pue le sport auto et qui a des circuits de partout ? Encore une fois, c'est une notion plus politique, dans le sens où la F1 veut des circuits carte postale, effectivement, donc il faut que ce soit proche des villes. Mais par définition, un circuit n'est pas en ville. Un circuit doit être loin de tout. De base, de toute façon, je ne suis pas à Fred que je vais l'apprendre. À mon avis, Fred, il se cogne des routes de campagne comme personne autour de ce plateau s'en cogne pour arriver sur les circuits. Mais voilà, c'est dommage quand même qu'on n'arrive pas à concilier l'histoire avec une volonté politique qui, je pense, est unanime de garder un Grand Prix. Une fois qu'on a passé la question écologique du truc et qu'on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas un événement plus polluant que les autres si on y met les moyens, on peut quand même concilier histoire, politique et volonté Et la d'avoir F1 un fait événement. des efforts de ce côté-là. Oui, Bien sûr. et bien plus que d'autres événements sportifs. Ouais. On parlait de Roland Garros il y a quelques années. Roland Garros, au final, c'est plus polluant qu'un Grand Prix de Formule 1. Donc, essayons de trouver quelque chose au milieu de ça, mais je ne vois pas l'intérêt de recréer un Brice, énième circuit Bienvenue urbain. pour nous organiser un Grand Prix de France. Je suis fier de te rencontrer. Tu auras une interview dans l'équipe. Je n'ai pas de thune, Fred. Justement là, c'est la dernière question que je vous pose, messieurs. Est-ce qu'on peut être optimiste ? Est-ce que non, il n'y a aucun espoir ? Est-ce que 2025, ça peut être une date butoir pour retrouver un Grand Prix de France ? Tu vas parler d'alternance tout à l'heure, Fred. Ou est-ce que non, c'est un projet qui est enterré et un petit peu comme à la fin de Manicourt, il va peut-être falloir attendre une décennie avant de revoir ce Grand Prix revenir ? C'est quoi votre avis et votre position sur cette question ? Même si je sais que vous n'êtes pas dans le secret des dieux complètement. Je vais être dans le positif. Je pense que, vu l'engouement de la F1, vu le succès de la F1 en France et la manière dont la F1 souhaite revenir en France, je pense qu'on y reviendra et qu'on n'attendra pas 10 ans. D'accord, bonne nouvelle. Pierre ? Moi, je vais avoir des propos un peu plus modérés. Construire un Grand Prix. Moi non, je préviens. Construire un Grand Prix, c'est assez compliqué, surtout dans des pays comme la France. C'est pas impossible, mais il va falloir reconstruire, mettre les bonnes personnes autour de la table, que ça correspond. Repartir de zéro par rapport à ce qui a été fait, c'est ça que Partir tu veux de dire. zéro, mais pas loin. En tout cas, pas loin. Qu'il y ait aussi une forme de stabilité des gens qui sont autour de la table et qu'on soit aussi toujours en ligne avec Formula One, que ça soit pas aujourd'hui peut-être une solution de faire revenir la France pour que dans 2 ans on se dise ah bah non, mais en fait l'Allemagne va revenir, on n'a plus besoin de la France. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je fais attention, je prends un peu de recul par rapport aux propos de Stefano Domenicali, qui a aussi, certes, peut-être envie que la France revienne, mais qui a peut-être aussi en tête d'autres choses. Et parfois, ça reste aussi des effets de com, et j'espère que non. Mais je me méfie toujours un peu, étant moi-même com, quelqu'un de la com, mais... Un menteur. Ah, il attend. Là, il vient de se tirer une balle, Pierre. Non, ça veut dire qu'il décrypte le Domenicali. Effectivement. C'est quand même non, mais en intéressant. plus, il sait, Fred, que je suis pas un menteur. Non, bah non, nous on sait.
Et T'as tenu tes qui ne engagements. le confirme pas en plus. C'est le moment où tu dois dire mais non mais c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. Et voilà. On va faire un arrêt cardiaque. Je dirais pas 10 ans, mais pas tout de suite en tout cas. Pas tout de suite. Pas tout de suite parce qu'on n'a pas ni la volonté politique ni financière dans Las Vegas à arriver et dire boum, on met ça sur la table, on fait ça, on a un projet terminé, au revoir. C'est pas la volonté de Las Vegas, hein, c'est la volonté de Monsieur F1. Donc, Oui, voilà. Puis en plus, qui a repris l'idée de Bernie, vieille de 20 ans. Donc, voilà. Et quand t'as tout qui se met en place comme ça, un Grand Prix, ça s'organise en 10 mois avec Domenicali. C'est-à-dire que si Domenicali, il aime l'endroit, qu'il veut là, qu'il y a un projet qui se greffe, ça va très très vite, on est d'accord. Si Stefano fait le chèque de 240 millions tout de suite, oui. Oui. Mais tu te donnes un chèque de 250 millions au nouveau GIP que tu appelleras, je sais pas quoi, GIP bis, ou t'auras ton GIP Grand 2. Prix. GIP plus. T'auras ton Grand Prix dans les 5 ans. Mais pas dans les 10 mois. Mais pas dans les non, 10 mais- mois. Parce que tu te heurtes en France à un système quand même qui va être beaucoup plus complexe à organiser. Déjà, je le fais à la saoudienne, donc on fait une année au Paul Ricard pendant qu'on organise, on commence à Qatari. construire. À la Non, Qatar. non, la saoudienne, Jeddah, on n'aurait pas dû aller à Jeddah. Hein. Ah, je pensais que tu parlais de Losail pour derrière aller sur un nouveau circuit, c'est pour ça. Mais ok, je vois ce que tu veux dire. Ah oui, Et non, comme ça, l'Arabie Saoudite aura 2 Grands Prix en 2027. ah bah purée. Ça va être bien Si d'aller vous êtes là-bas. entrepreneur, fortune française, n'oubliez jamais ce conseil de Fred Perret. Ça pourrait nous aider tous à retrouver un Non, Grand mais Prix de France tout de ça Formule 1. pour dire que à mon Monsieur avis. Total, Monsieur LVMH, Exactement. Monsieur... Monsieur Putain. Pinot, Mais monsieur on les voit tous les midis, donc ça tombe bien, on en parlera. à la cantine, on va aller voir. Non, mais comme disait Pierre, à mon avis, il y a besoin de temps pour faire ça. Je pense que le mieux serait de faire ça sur un circuit permanent. Mais sur un circuit permanent, je pense qu'on va se heurter à la volonté de la FOM et de la Liberty Media. Parce qu'il n'y a aucun circuit permanent aujourd'hui qui est équipé pour plaire à la FOM, pas pour accueillir un Grand Prix, parce que je pense qu'ils le sont, le Manicourt enfin Manicourt moins peut-être que le Ricard d'ailleurs, parce que le Ricard est très moderne pour ça. Le Manicourt a été refait, hein, Ouais. avec l'aide de BMW. Oui, c'est vrai que tous les stands ont été ouais. refaits, oui, Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est impressionnant. C'est hein. oui, oui. magnifique. Je Ouais. vous recommande d'aller voir ça, ils sont y aller il y a impressionnants. 2 Non, ans, mais, non, mais c'était je splendide, suis trop bête parce que j'y étais le 4 juin, donc vraiment j'ai vu, mais c'est juste que j'ai pas fait gaffe. J'avais mes souvenirs de 2008. Et même l'autoroute arrive jusqu'au Ouais, rond-point. c'est vrai. Alors Parce qu'on n'avait jamais connu Du temps de la quand on Formule 1. était- Ouais, bah oui. Passage là-bas. Alors, ça a pas empêché l'événement auquel j'étais. C'était un sacré bordel en termes d'orgas. Mais parce qu'ils n'avaient pas fait. Tu sais, à l'époque, ils fermaient la nationale. Ils la mettaient que dans un sens le matin et que dans un autre sens le soir. Bref. Donc, à mon avis, c'est pas possible parce que les 2 circuits qu'on a ne plaisent pas. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui dit je veux faire un Grand Prix dans telle ville ou quoi, qu'il y a un maire qui est d'accord, qu'il y a une région qui est d'accord, qu'il y a un département qui est d'accord, qu'il y a Emmanuel Macron qui arrive en disant je mets 30 millions. Ah oui, mais il faut ça. C'est beaucoup de J'ai conditions. l'impression qu'il faut ça. Ça fait beaucoup de conditions. Est-ce que sans ça, c'est possible? Moi, c'est ma question et je suis pas sûr. Ton fils verra un Grand Prix de France. Sachant que faut que j'ai un fils. C'est ça. Bon, eh ben on Bon, ira en il Italie. Il viendra dans cette émission pour témoigner. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu parler d'un sujet quand même un petit peu sensible. On marche sur des œufs et on souhaite tous, bien sûr, un retour du Grand Prix de France. Je profitais aussi de ta présence, Pierre, pour saluer toutes les équipes Ouais. qui ont travaillé et collaboré au GIP, à qui on a une immense pensée, parce qu'il y a un an, on était en train de mettre en place justement un très beau projet unique dans l'histoire de la Formule 1, bon, à notre petite échelle, mais celle, bien sûr, de retransmettre sur les grands écrans et de vous proposer du contenu exclusif, alors qu'on n'est pas Fred. ayant droit. Et Fred, Et c'est Fred était aussi également de la partie sur ce très beau plateau, cette très belle terrasse. On est très nostalgique de cette expérience. On a hâte que le Grand Prix de France revienne. Et on a une pensée pour tous les salariés du Grand Prix de France qui ont perdu, bien évidemment, leur travail. Pierre, faut qu'on te libère, mais tu reviens très vite dans les pistonnets. Fred, je sais pas si tu as encore un petit peu de temps pour rester avec nous. Je sais que le temps presse et tu as des obligations. Non, ça va. Eh ben, tu restes avec nous. Tout de suite, on va parler MotoGP. Il n'y a plus de Grand Prix de Formule 1 en France, mais il y a un Grand Prix moto et ça tombe bien parce que Margot nous a rejoint. Comment ça va, Margot? Super, ça va. Et vous? Alors nous, ça va, mais je peux te dire que Margot a un avantage sur nous, c'est que c'est la trêve actuellement en MotoGP, donc t'es plus ou moins en vacances, plus ou moins. Pas trop, non. Pas trop, ouais. Parce qu'il y a d'autres championnats à côté et ça prend quand même pas mal de temps aussi, mais bon. Puis au moins ça compense parce que la trêve est trop longue sinon. D'accord. Tu vois, Brice, hein, il y a des gens qui bossent pendant la trêve. Hein.
C'était gratuit. Ouais, c'est gratuit. J'ai cru que t'allais me dire, tu vois, elle a 40 courses à gérer, elle est quand même là, un truc comme ça. Je te rappelle qu'il y avait un mec qui s'appelle Hamza qui est en vacances, hein, Oui, d'accord? c'est vrai, la trêve de la Formule 1 n'a pas commencé. Ouais, donc il s'en fout. Margot, aujourd'hui, on va faire un truc hybride MotoGP et F1 parce que la semaine dernière, eh bien, il y a une affaire de dépassement de limite de piste sur un circuit qui est partagé par la Formule 1 et le MotoGP, qui nous a fait d'ailleurs durer presque toute une émission. Et justement, on voulait te poser la question, est-ce que la F1 doit apprendre du MotoGP pour gérer les limites de piste ? Mais il y a des solutions qui sont faites, on va dire, pour le MotoGP, parce que forcément, nous aussi, il y a eu des limites qui ont été dépassées, sans mauvais jeu de mots. Et aujourd'hui, depuis 2021, c'est pas sur les pneus directement, parce qu'il y a des capteurs sur les pneus, mais il y a des capteurs sur la piste, sur le bord de la piste. Et c'est un long fil noir qui est sur le côté et à un moment donné, si les pilotes passent dessus, et ben ça va déclencher une certaine pression qui va donner une onde sur le capteur de limite de piste. Donc il faut savoir que c'est un petit fil noir qui est situé à 100 mm du bord de la piste, comme on peut le voir sur la photo. Donc 100 mm, comme ça, on peut se dire c'est beaucoup, mais à ces vitesses-là, le pilote ne sent pas trop la différence, donc il va quand même aller le toucher. Et c'est aussi parce qu'il y a une différence d'auteur entre le bord de la piste, enfin le vibreur, et le bord de la piste. Donc, en conclusion, ils ne peuvent pas trop tricher aujourd'hui. Maintenant, c'est même beaucoup plus strict parce qu'avant, il fallait que les pilotes passent la limite avec les 2 pneus. Et maintenant, c'est passé à une roue. Et c'est encore devenu plus strict c'est pas encore devenu plus strict, mais c'est qu'en MotoGP, t'as 3 chances, t'es averti. Au bout de la 5e, t'as un long lap. Et si c'est dans le dernier tour, c'est une place de pénalité sur le résultat final. Donc, est-ce que la F1 veut être aussi rigide, aussi stricte ? Ça, je vous laisse répondre pour cette question. Du moins, je pense que ça peut être une des solutions, sachant que ça aiderait peut-être la direction à ne pas revisionner plus de 1200 vidéos. Je pense que c'est un gain de temps. Et puis, si c'est fait sur un circuit qui est en plus partagé, par exemple, par le MotoGP, ils en partagent 5 cette saison, pourquoi pas ne le garder ? Et puis aussi pour les autres disciplines. Exactement. Alors, tu l'as dit justement, et c'est là qu'on va arriver un petit peu sur le sujet du Red Bull Ring, parce que c'est un circuit qui est partagé par la MotoGP et par la Formule 1. Il y a ce problème du virage 9 et du virage 10, où on nous a expliqué, la FIA avait fait la préconisation de mettre un bac à sable, un bac à gravier justement sur ce virage 9 et 10 pour mettre on va dire une limite de piste naturelle, une barrière naturelle pour que les pilotes n'aillent pas au-delà. On nous avait dit à l'époque que ça ne rendrait pas service au MotoGP, notamment pour des questions de sécurité. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est moitié vrai, moitié faux. Pour moi, l'excuse est beaucoup trop simple et facile, on va dire, parce qu'aujourd'hui, l'aménagement et la construction de nouveaux circuits, elle est faite dans cette norme, entre guillemets, avec des longues zones de dégagement en asphalte. Et ça, de toute façon, peu importe la discipline, et qu'il y ait de l'herbe ou un bac à gravier, que ce soit un pilote de moto ou un pilote monoplace ou dans une voiture, naturellement, il va adapter sa trajectoire. Et même pour certaines personnes en moto, c'est ce que Casey Stoner disait en 2022, c'est devenu trop. Pour lui, pour moi, la pire chose qui soit arrivée à la course moto, c'est tout ce dégagement supplémentaire. Il n'y a plus de bord de piste maintenant, il n'y a plus de limite, et je pense qu'il est très difficile de contenir tout le monde à l'intérieur. Et ça, notamment, on peut le voir dans les petites catégories, donc Moto 3, où il y a beaucoup d'accidents, beaucoup d'agressivité. Et bon, ces dernières années, on n'a pas été épargné en termes de décès. En fait, mine de rien, ces grandes zones de dégagement, elles plaisent pas tellement en moto. Et je suis allée demander à certains pilotes du FSBK, donc du championnat de France Superbike, ce qu'ils préféraient. Les avis sont un peu divergents. Donc forcément, tu vas avoir ceux qui vont préférer l'asphalte parce que tu peux moins tomber. Et il y en a d'autres qui disent « Ah non, je préfère le bac à gravier pour, je cite, ne pas finir en slip. » Parce que même s'ils ont des combinaisons en cuir de kangourou et que c'est hyper résistant, il y a un moment donné, là aussi, il y a des limites. Et tu peux te brûler. Donc, pour moi, le meilleur combo, c'est un petit peu d'asphalte, un gros bac à gravier, et après, tout ce qui est air fence, pneus, etc. Et là, pour la moto, en termes de sécurité, on est plutôt sur quelque chose de pas mal. Après, c'est à la FIA et la FIM qui s'entendent quand même relativement bien de discuter de tout ça. Elles discutent sur plein de sujets, on le sait, ils font plein de choses ensemble. Donc, je pense qu'ils vont trouver un terrain d'entente à ce sujet-là. Et puis, c'est pas forcément nous qui posons problème pour le Red Bull Ring. Et ça, c'est intéressant ce que tu nous dis, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. D'ailleurs, toi, Fred, tu étais sur place en Autriche. J'imagine que ça a dû être la panique, le changement de classement à 5 heures après l'arrivée.
Maintenant, ça nous rappelle la belle époque où il y avait des classements à 10h30 avec la course à 14h. Oui. Là, la course se termine à 17h. Bon, c'est pas... Oui, routine. Oui, et on s'en doutait un peu que ça allait partir en quenouille. Tu penses que, on a écouté le papier de Margot. Margot d'ailleurs a des questions à nous poser, mais je te relancerai rapidement là-dessus. Tu penses que la Formule 1 a appris de cet épisode, ça n'arrivera plus? On va trouver des solutions à mettre en place? Parce que là, J'ai déjà arrivé à Silverstone, là, donc... J'espère, ouais, mais je vois pas comment... À partir du moment... ce que je comprends pas de la FIA, c'est qu'elle impose des règles qu'elle n'est pas capable de faire respecter. C'est ça le problème. On peut dire que y aura pas de track limit et puis vous prenez la piste comme vous voulez. À ce moment-là, chacun choisira sa trajectoire. Si on n'est pas capable de mesurer les 1023 ou 1263, je sais plus... limite de piste pas respectée ou potentiellement pas respectée, on ne fait pas une règle. Très clairement. C'est aussi simple que ça. Et au final, moi, je suis pour que ça soit tout le temps très respecté, mais le souci, c'est que, comme l'a dit Fred, on n'a pas aujourd'hui les moyens des ambitions de la loi. Et alors, le capteur, je sais pas, ce serait une bonne chose, étant donné que, tu vois, en moto, les roues sont plus fines. 200 mm. Est-ce qu'au moment où en fait, tu vas passer ta roue, mais que tu n'auras pas finalement passé l'entièreté de ta roue derrière ce capteur-là, le capteur, il va quand même agir. Donc, est-ce qu'il faut mettre le capteur après, tu vois, et que ça soit par rapport à la largeur de la roue? Et on retombe sur le problème du pilote. Tu disais que toi, pour un motard, il s'en rend compte parce qu'il va descendre de la marche du vibreur. Pour le pilote, il ne sait pas où il est. Donc, c'est le problème. Il va dire, OK, j'ai pas respecté la loi, mais je sais pas où je suis. J'ai aucun ressenti. Ouais. Mais pour le coup, là, c'est vraiment... Dès qu'il touche il faut pas que la roue, elle soit donc plus, parce que la roue... C'est pas passé derrière, c'est touché. Non, c'est touché, c'est directement touché. Après, c'est une des solutions, mais faut soit être ferme, mais visiblement, les deux directions de course, que ce soit en MotoGP ou en F1, c'est un peu compliqué, surtout en MotoGP en ce moment, mais faut soit que ce soit ferme... en F1 aussi. Oui, mais j'ai l'impression qu'on a la même. Faut soit que ce soit vraiment très ferme, soit sinon, il faut laisser autant de passe droit, et à ce moment-là, tu arrives à des situations comme ça. Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le mieux, par exemple? Je pense à la Belgique, où mon pilote de cœur à l'époque, Kimi, avait cette grande habitude, au premier virage, de sortir très large, où il n'y avait personne, d'élargir à fond, de repartir, et que dans le rouge, être 15 km/h plus rapide que tout le monde. Et du coup, gagner 3-4 places. Personne ne lui a jamais rien dit jusqu'en 2009, au moment où il a arrêté, pris sa première retraite, où on a dit non, c'est fini à Spa, vous pouvez plus passer là. Mais avant, tout le monde s'en foutait. Effectivement, tout le monde s'en foutait que ça passe là. Parce qu'en fait, tant qu'il n'y avait pas un avantage significatif, c'est-à-dire, je pense, un gain de position, effectif, c'est-à-dire que tu sortais là et tu ressortais devant quelqu'un, tu étais puni. Mais quand on pense à Masa Kubica à Fuji en 2007, limite de piste, s'il devait analyser ça... C'était une autre époque, en fait, c'est une autre manière de juger aussi pour la direction. C'est une des plus grandes batailles des 10 années 2000-2010, je pense. À ce moment-là, la pluie, tout ça, c'était assez épique. Donc, je suis pour qu'on applique la règle, et je pense que tout le monde ici est pour qu'on applique la règle, mais il faut qu'on en ait les moyens. Ce que disait Fred, justement. Sinon, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de règle. Margot, tu avais des petites questions à poser sur toutes ces affaires de limite de piste, des relances même que tu voulais nous faire. C'était plus aussi par rapport au bac à gravier, parce que du coup, comme j'ai dit, on partage certains circuits comme Portimao, et à Portimao, nous, les pilotes se plaignent beaucoup, parce que c'est pas des petits cailloux dans les bacs à gravier, mais c'est limite des rochers. On le voit, et je voulais savoir si ça vous avantageait d'avoir des gros graviers pour ralentir, ou est-ce que vous non plus, vous n'êtes pas satisfait? Enfin, est-ce que les pilotes F1 ne sont Non, pas je pense qu'ils ne satisfaits? seraient pas satisfaits parce que les gros graviers vont être projetés sur la piste et donc peuvent endommager les voitures qui passent au moment de la sortie de piste. Et si ça touche un pilote, le casque, on a vu ce que c'était le ressort de Massa à Budapest en 2009. Donc, c'est... un gros caillou peut être un projectile mortel. On est d'accord que le bac à gravier est même considéré comme dangereux aujourd'hui en sport automobile. On a encore vu, on en parlait. Et One Joe l'année dernière, on a vu aussi Simon Pagenaud je crois que c'était en Indy la semaine dernière, avec cet effet d'accélération au moment d'arriver sur le bac à gravier. C'est ce que te disent aussi les pilotes, Fred. Ouais. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. De toute façon, il n'y a pas de solution miracle. On vit de sports mécaniques et de sports dangereux. Ce qu'il faut, ce serait faire le bac à sable et avec des
des bonnes protections de rails, du Tech Pro ou beaucoup de rangées de pneus pour amortir le choc de la voiture qui va arriver vite. Même les Tech Sur le Pro, choc. même les Tech Pro, qui est une technologie qui aujourd'hui est partout sur tous les circuits, qui est arrivée assez tard, mais qui au final Vive la là, France. bah oui. Mais les Tech Pro ont remplacé les pneus il y a pas si longtemps que ça, c'est il y a 15 ans, 10-15 ans. Même ça, c'est sujet à controverse. Parce que, en fait, à partir du moment où tu as un engin qui va se fracasser dedans à 300 à l'heure, ça ne peut pas être miracle comme solution. On n'est pas sur un filet de sécurité qui t'arrête ou quoi. Enfin, il y aura forcément des désagréments à percuter Même les filets quelque de chose à 300 à sécurité l'heure. blessaient les ski, oui, skis. voilà, tu vois. Exactement. Donc en fait, je pense qu'un mix de tout est une bonne chose, dans le sens où il ne faut pas que le dégagement aggrave la situation de base. Ça, c'est. Mais en même temps, au vu des circonstances dans lesquelles les choses se font, c'est, je pense, incontrôlable que ça aggrave ou non. À partir du moment où la voiture est en perdition, au vu de toute la force physique qui s'applique dessus, qu'est-ce que tu sais? Mais Tu peux pas prédire comment ça on est va en train de parler de deux choses différentes. Est-ce qu'on met le bac à gravier dans les virages 9 et 10 de l'Autriche pour empêcher les pilotes de sortir des limites de piste, ou est-ce qu'on met le bac à gravier pour sauver un pilote qui est en train de sortir? Parce que s'il est en train de sortir et qu'il a perdu ses freins, c'est pas l'asphalte qui va le sauver. Il ira tout aussi vite se cracher. bien sûr. S'il a perdu le contrôle de son véhicule, il partira de la même manière. Et de toute façon, en moto, ça restera la même chose. En moto, ils sont plusieurs à vouloir avoir de nouveau des limites de piste naturelles, que ce soit l'herbe. Alors, c'est beaucoup plus traître. Exactement. Et Mais on en revient à la même chose. Renault. Maintenant, tu t'adaptes et tu adaptes ta trajectoire à ce moment-là. En tout cas, on voit qu'il y a les mêmes débats sur ces grandes zones de dégagement. On en a beaucoup parlé pour la Formule 1 et Margot est venue nous en parler en tout cas pour le MotoGP. Merci beaucoup Margot. Merci à vous. Bonne trêve de MotoGP. Merci. Bon, je pense que tu reviendras nous faire un petit point aussi également sur la mi-saison du côté du MotoGP. On fera un petit point sportif sur tout ce qui s'est passé du côté moto. Merci à toutes et à tous d'avoir été justement au rendez-vous des pistonnés. Longue émission, mais il y a beaucoup de choses à dire. Fred, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. Et d'avoir écourté un petit peu tes vacances pour venir parler sport automobile avec nous et sport mécanique même plus largement avec l'arrivée de Margot tout à l'heure. Brice, merci beaucoup. Hamza, bonnes vacances. Margot, profite un peu quand même des vacances et de pouvoir te reposer. C'est prévu ? Un petit peu. 4 heures. Voilà. 4 heures, voilà, pas plus. On salue la régie, notamment avec toute l'équipe. Polo, Tom, Jérémy étaient là notamment et nous aident bien sûr à vous proposer cette émission. Il nous reste 2 émissions avant la trêve. Rendez-vous à Budapest dans 15 jours et derrière il y aura Spa, ça va être incroyable. Restez connectés, le pouce levé pour donner de la force aux pistonnés bien évidemment et puis des petits commentaires pour continuer d'échanger tous ensemble. Merci à tous et n'oubliez pas une chose, lisez l'équipe les amis, c'est un très bon journal. Je vous le confirme.